Bonjour à tous, Bonjour. merci de nous rejoindre. Donc, on va remercier en premier lieu, Joachim et moi, on remercier Claude Sud et les organisateurs pour nous permettre de parler de sujets qui nous passionnent tous, qui gravitent autour du cloud. Merci à vous aussi de nous rejoindre sur ce slot. On sait que la concurrence était rude, mais nous, on a l'avantage d'être plutôt cloud agnostique, c'est-à-dire que ce que nous allons voir ne concerne pas un cloud en particulier, mais plutôt un pattern qu'on va qualifier de cloud native. Et pourquoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi c'est important tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on est il y a un consensus autour du cloud. Les applications qu'on va consommer, elles sont généralement hébergées sur le cloud, elles sont up 24 heures sur 24, elles sont consommables de n'importe où dans le monde, elles sont hautement scalables. Et en fait, ces choses-là ne sont pas données gratuitement. Disons que le cloud répond à une question où, mais pas au comment. Et le comment va être répondu par l'approche cloud native. Et cette approche cloud native, elle se traduit par un certain nombre de patterns qu'on va pouvoir appliquer sur des processus particuliers. Alors, on connaît tous, par exemple, le pattern cloud native. On connaît le fait de rendre ces services stateless. On connaît des patterns d'interaction entre ces différents services. Et par contre, ce qu'on remarque avec Joachim chez nos clients, c'est qu'on pense moins au niveau de la configuration, comment ces patterns cloud native se pensent sur la configuration. Pourtant, la configuration est un point vraiment essentiel quand on monte sur le cloud. Et on va voir pourquoi. Donc, on va commencer par présenter ce qu'est la configuration et on va ensuite voir pourquoi, dans un contexte cloud native, ça a son importance et surtout, quelles sont les problématiques qu'exacerbe le contexte cloud. On va voir les solutions classiques, les limitations de ces approches-là, et enfin, voir une voie qui nous permet de dépasser ces limitations et laisser de côté la théorie pour ensuite voir des cas pratiques à travers des schémas et aussi une démo. Je m'appelle Ismaël Omani, je suis Cloud Native Developer chez WeScale. Et je suis Joachim Rousseau, également Cloud Native Developer chez WeScale. Donc WeScale, on en parle un peu, c'est une entreprise, donc c'est une société de services qui a 5 ans d'existence, qui regroupe une communauté d'experts de plus de 50 personnes, qui sont tous passionnés. On a un nombre de clients qu'on a pu accompagner et qu'on accompagne encore aujourd'hui, donc plus de 150, et aussi, fait notable, nous formons ces clients aux technologies du cloud. Par exemple, Kubernetes, ou des outils liés au cloud, type Terraform. Notre scope d'expertise est assez large et va de penser l'application, de co-concevoir l'application avec le client pour la penser dans le cloud, de mettre en place en fait les différents jalons, de les coder, de les livrer, et enfin de pouvoir faire vivre cette application après le day one. Un point aussi particulier, c'est que nous ne sommes pas revendeurs particuliers d'un cloud, mais nous sommes plutôt cloud agnostique et nous aimons penser le contexte client, les problématiques clientes, pour pouvoir ensuite proposer les outils adaptés, les plateformes adaptées en fonction des contraintes business qui nous ont été opposées. Nous recrutons et vous pouvez prendre les références pour vous renseigner plus en détail. Revenons au sujet de la configuration dans le cloud. Donc déjà, donnant du sens au mot, qu'est-ce que la configuration? Donc la configuration, on peut donner une définition assez simple, qui est la suivante: tout ce qui est susceptible de changer d'un déploiement à un autre. Et on va pouvoir scinder cette configuration en deux notions particulières. Il y a tout ce qui concerne les données qui sont propres à mon applicatif, de type les informations de connexion à une base de données,
des informations de connexion à un service tiers. Admettons par exemple qu'un service donné ait besoin d'envoyer des mails, eh bien, il faut que j'ai des informations de connexion, accès à des informations de connexion à un service type SendGrid ou Mailjet. Donc ça va être ce qu'on appelle une configuration applicative. Donc ça va gérer qui je peux contacter, comment, et aussi des parties algorithmiques. Deuxièmement, il y a une application qui est plus système, et sur lequel on n'aura pas forcément la main, et qui va donner des informations d'accès à l'instance qui porte notre applicatif. Par exemple, l'adresse IP ou les ports d'accès. Pourquoi dans le cloud, la configuration devient un vrai sujet? Alors, c'est pas que ça veut pas dire que hier, ça n'était pas un sujet, mais disons qu'on va exacerber des points avec le cloud. Notamment sur le fait que l'application cloud native est par essence hautement scalable et donc représentée derrière par des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'instances. Le point, c'est que pour un client, l'application apparaît comme un tout cohérent. Et ce tout cohérent est porté par la notion d'idempotence. Ce n'est pas parce que je vais taper sur l'instance 2 de mon service ou l'instance 30618 que je vais, pour une même requête, avoir une réponse différente. Pourquoi? C'est parce que, en fait, il faut que j'ai cette cohérence, et sinon, je vais avoir un comportement différent selon l'instance que je vais taper. Et deux obstacles majeurs s'y opposent. Le premier qui est assez connu, c'est l'historique des requêtes. En général, la solution qu'on va apporter, c'est de faire des services stateless. Et le second obstacle, c'est la configuration applicative qui est portée par l'instance. Si elle est différente, alors effectivement, je vais avoir un comportement différent. Et ça peut être souhaité ou non. Alors effectivement, c'est souhaité quand on a des versions différentes, mais sur une même version, il faut que je puisse garantir de manière industrielle le fait que mon application, une instance donnée d'application, pour une version donnée de mon application, porte la même configuration. Et ça, c'est, comme je le disais, vraiment exacerbé dans un contexte cloud. Pourquoi? Parce que le cloud est faillible. Le cloud se met à jour assez souvent, le cloud est mouvant, et quand on va en plus considérer des aspects serverless, où le cycle de vie d'une instance est vraiment minuté, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, d'avoir une approche semi-automatique, voire manuelle, de se connecter à une machine, comme ça pouvait être le cas hier, et de mettre à jour la configuration. Non, il faut que j'ai un processus automatique et robuste qui me garantisse au spawn d'une instance, qui représente un service, que ma configuration sera cohérente avec l'ensemble des instances portant mon service. Donc c'est ce dont on parle en fait. La problématique, c'est comment garantir cette idempotence du point de vue configuration, sachant que nous sommes dans un environnement avec une scalabilité horizontale infinie et aussi des environnements éphémères. Deux approches classiques. La première, alors là je vais parler en tant que développeur Java, c'est par exemple d'embarquer ma configuration dans l'artefact que je vais livrer. Alors exemple, mon point properties que j'embarque dans mon point Jar. Alors c'est intéressant d'un point de vue développeur. Pourquoi? Parce que le développeur, ça lui permet d'avoir un point de vue central de sa configuration, de pouvoir penser son application à travers la configuration, du simple fait d'avoir un fichier qui lui dit, en fait, pour pouvoir démarrer ton application, il faut telle et telle valeur. Et quand je dois maintenir mon code, ça va être assez simple, on va dire, de faire évoluer la configuration ou de pouvoir l'updater. Par contre, d'un point de vue opérationnel, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un artefact différent selon l'environnement que l'on va viser. Et donc, pour une même version de code, en fait, on va décliner cette même version de code en plusieurs artefacts. Et un artefact qui fonctionne sur un environnement donné n'est pas susceptible de fonctionner sur un autre environnement. Et là, on revient sur les erreurs de jeunesse du cloud qui consistait à dire, qui consistait pour le développeur à dire à l'opérationnel, it works on my machine. Et ça, c'est des choses qu'on veut éviter. Normalement, la conteneurisation pouvait apporter une solution en vous garantissant d'avoir
une runtime similaire d'un environnement, enfin dans un package donné, mais ça ne peut pas tout faire non plus. Et si vous avez une configuration différente, vous aurez un comportement différent par artefact. À cette approche est venue la réponse de 12 Factor App, et en particulier le troisième facteur qui stipule stocker la configuration dans l'environnement. Alors ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir décorréler le cycle de vie de la configuration de celui du code, à savoir que finalement l'artefact que je vais livrer sera similaire. Par contre, l'environnement dans lequel je vais déployer cet artefact-là va me permettre en fait de porter la configuration. Et ça sera au code d'aller consommer cette configuration depuis l'environnement. Donc il y a cet aspect positif d'une part, et l'autre aspect positif, c'est que en fait les variables d'environnement, c'est plutôt standard. Et quel que soit l'operating system qu'on considère, DOS, Linux, voire Solaris, on aura toujours cette notion de variable d'environnement. L'aspect négatif, c'est que d'un point de vue développement, ça devient un peu complexe à gérer, puisqu'on va perdre le point de vue central de notre configuration, qui sera éparpillé en fait sur l'ensemble de nos fichiers code à travers des appels getEng qui vont nous empêcher d'avoir une vision centrale et surtout de penser la configuration en termes, on va dire, business. On n'aura plus cette vision objet désérialisée qu'on avait avant, qui nous permettait de consommer assez simplement, de consommer dans un paradigme objet notre configuration. Donc, vous voyez, sur les deux approches données, on n'en a aucune des deux qui est idéale. Une troisième voie consisterait, et c'est là où la notion de configuration layer intervient, consisterait à prendre les deux aspects positifs, prendre le meilleur des deux mondes, à savoir avoir un artefact qu'on va livrer commun pour une version de code donnée. Cet artefact n'embarquerait plus de version de configuration avec les valeurs dedans, ce qui revient en fait à hardcoder la configuration. Cette fois, on se contente d'avoir un template. Et par contre, sur les environnements sur lesquels on va déployer, comme c'était le cas dans le troisième facteur des 12 Factor App, eh bien la configuration, les valeurs de configuration vont être portées par l'environnement. Et c'est au moment du déploiement de notre artefact que ce sera une hydratation de nos templates représentant la configuration, permettant le run de notre application et permettant surtout l'idempotence qu'on recherchait tout à l'heure. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est que notre template commun et qui est porté par notre artefact, au moment du déploiement, vous voyez les petites flèches qui vont donner, si vous voulez, qui vont absorber l'environnement et render le template de sorte que mon artefact, en fonction de l'environnement dans lequel il va être déployé, va pouvoir avoir une configuration adaptée à l'environnement sur lequel il est déployé. Et pour le développeur, lui, il va pouvoir garder sa vision centrale de la configuration qui va lui permettre de raisonner simplement en termes métier, en termes business. Et non plus en appel à getEng. Et c'est ce que représente en fait ce qu'on schématise ici. La configuration layer va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'environnement et le conteneur qui porte l'application. L'application ne va plus consommer directement l'environnement, elle va en fait consommer une configuration layer qui ne va pas se contenter juste d'exposer des valeurs, mais va aussi appliquer une intelligence en allant chercher les variables d'environnement au bon endroit. Alors, ce n'est pas forcément des variables d'environnement, ça peut aussi être aller chercher un fichier clé-valeur qui se trouve dans un volume si je raisonne en mode Kubernetes, ou dans un blob storage, etc., etc. Mais dans la vraie vie, en fait, comment ça se passe? Eh bien, la configuration layer, c'est avant tout un concept. Il n'y aura pas de librairie, de plateforme brandée configuration layer. Ce sont des choses qu'on peut mettre en place
grâce à ce que nous permettent les différentes plateformes cloud ou les différentes librairies de langage. Par contre, ce qu'on a observé avec Joachim, c'est que la maturité n'est pas forcément la même pour pouvoir la mettre en place. Que je considère un environnement type JVM ou PHP, je ne vais pas avoir les mêmes facilités. Que je considère un environnement plus on-premise ou une plateforme plus cloud ready type Kubernetes, je ne vais pas non plus mettre le même effort dans la mise en place de cette configuration layer. Donc là, on va laisser de côté le côté théorique pour le cas pratique. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, si on se place par exemple dans une plateforme type Kubernetes, notre service, une instance d'un service va être représentée par un pod. Et la capacité de la configuration layer à aller chercher à aller render des templates de configuration, à aller chercher les valeurs de la configuration, va être portée par la capacité de mon manifeste à provisionner des variables d'environnement données, mais aussi, là je le montre, porté par un configuration server qui est implémenté par Spring Cloud Config. Ça pourrait être une autre techno, mais là, dans l'exemple, c'est du Spring Cloud Config, qui, en fonction de l'URL que l'on va contacter, va, under the hood, dans les coulisses, aller appliquer une logique qu'on va pouvoir configurer, qui va fusionner des valeurs venant de Git, d'un blob storage S3, par exemple, ou d'un key vault avec VaultHashicorp, par exemple. Et derrière, me merger tout ça dans un fichier que la config layer va utiliser pour du rendering. Alors, là, on parle plus des sources de la configuration layer. Maintenant, comment ça se passe, l'intelligence du rendering? Eh bien, on a un cas client où il y avait un fort historique. Donc là, on était sur un écosystème plus PHP et une plateforme de déploiement on-premise. Donc, en gros, chaque applicatif avait donc son propre repo Git, ok, et on avait par contre un fat repo qui contenait toutes les configurations. Donc, on peut penser que c'est déjà pas mal parce que on sépare les cycles de vie de nos applicatifs, de l'applicatif et de la configuration, mais le problème, c'est qu'en fait, l'applicatif n'avait pas de vision centrale de ce que représentait l'application, la configuration. La configuration, en fait, elle se traduisait par des consommations de structures type dictionnaire, un peu à la manière d'un get-end. Et pour un développeur nouvel arrivant, il fallait aller dans le configuration repo, aller regarder à quoi ressemblait pour un environnement donné notre configuration. Et un déploiement, in fine, il était orchestré par une ligne de commande qui allait déployer à un endroit donné dans le serveur on-premise nos sources PHP, et optionnellement la configuration dans un folder dédié pour ensuite consommation de notre code sur les fichiers ini déployés. Alors là, je pense que, en fait, vous l'aurez compris, il y a le pire des deux mondes qu'on avait présentés qui sont représentés, dans le sens où le développeur n'a pas sa vision centrale. Il faut qu'il aille dans le repo de configuration pour comprendre à quoi ressemble une configuration. Et d'autre part, on a ces appels un peu à get-env qui sont éparpillés dans tout le code. Donc voilà, et un artefact est représenté par la fusion, on va dire, de deux folders et dont le contenu dépend de l'environnement qu'on va déployer, sur lequel on va déployer. Donc la première approche, ça a été, on va dire, d'apporter une vision plus cloud native. Donc ce qu'il y a bien avec les patterns cloud native, c'est que ça peut se faire par étapes. Et donc là, la première étape, déjà, ça a été de mettre de la CI/CD. Alors en soi, ça n'a rien à voir avec le concept de configuration layer. Mais ce qu'il y a de bien avec la CI/CD, c'est que dans la plupart des vendors qui vous proposent des pipelines CI/CD, c'est que vous avez un certain contrôle sur la runtime qui va porter vos jobs. Et en particulier, le job qui va, on va dire, render notre configuration, le job qui va porter cette notion de configuration layer. Donc notre travail, il va être essentiellement au départ sur la CI/CD. Par contre, sur la plateforme de déploiement, ça reste du détail dans un premier temps, et nous continuons de déployer sur la plateforme on-premise. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur?
Finalement, nous rapatrions dans le code applicatif des templates de configuration. Sur la runtime de notre, on va dire, configuration layer, nous provisionnons aussi un service parallèle représenté par un Spring Cloud Config server qui est porté par un repo, par un conteneur Docker qui est déjà existant sur Docker Hub et qu'on va configurer pour aller chercher des fichiers clés valeurs depuis un autre repo Git. Ce qui fait que dans notre processus, nous allons chercher, nous créons un fichier d'OTAMB qu'on va éclater dans l'environnement de notre runtime CI/CD via une librairie PHP.OTAMB qui va nous permettre derrière, via une librairie de rendering PHP, de créer des fichiers de configuration propres à l'environnement visé. Et in fine, déployer notre artefact dans un serveur de déploiement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, notre configuration layer est dans la CI/CD, mais on a encore ce problème de déploiement qui est artefact, qui est propre à l'environnement visé. Quand cela ne tienne, notre dernière étape, ça tombe bien, le serveur on-premise était de toute manière voué au décommissionnement et à être remplacé par la plateforme Kubernetes. Et dans Kubernetes, on va prendre avantage du fait que sur un pod donné, on a la capacité d'avoir un init container dont Kubernetes nous garantit l'exécution en avance de phase, avant le démarrage de notre conteneur qui correspond à notre applicatif. Et notre applicatif, lui, va exposer dans un volume un template qui va être en étape 0. En fait, notre init container va aller chercher des variables d'environnement et aussi des fichiers à droite à gauche pour ensuite appliquer une logique business que vous codez vous-même pour render un template. Et donc, cette logique, ça peut être vérifier un certain nombre de caractères, vérifier un typage de valeurs, etc., etc. Et au final, au démarrage de notre applicatif, notre conteneur qui représente l'applicatif, d'avoir un fichier de configuration déjà provisionné avec les bonnes valeurs, cohérent avec les autres pods représentant la même version de service. On peut toujours reprocher à cette approche qui peut être un peu complexe parce que on repose sur un certain nombre de postulats, un certain nombre de choses à connaître de la plateforme sur laquelle on déploie. Et ça serait intéressant d'avoir une vision dans laquelle où toute cette logique soit en fait portée par une librairie et que finalement on ait à raisonner sur qu'un seul conteneur et non pas un conteneur applicatif et un sidecar conteneur qui porte la notion de layer proxy. Et c'est ce que va vous présenter à travers une démo Joachim, la démo de Lightbait Config, qui porte en fait toute cette logique-là au sein d'une librairie centrale. Et c'est pour la raison pour laquelle on pense que c'est un peu la Rolls-Royce des techno config layer, la Rolls-Royce de la configuration cloud native. Donc Joachim, je te laisse la main. Oui, du coup, je vais reprendre la main sur la présentation. Donc, je vais vous présenter d'abord cette bibliothèque et ensuite, je vais vous montrer dans un exemple comment on peut l'utiliser pour organiser des configuration layers. Donc, Lightbait Config, déjà, pour vous la présenter, c'est une librairie qui se veut lisible pour le développeur et très flexible. Au départ, c'était pas spécifiquement pour le cloud, et puis on l'a trouvé, et finalement, elle était tellement flexible que elle est idéale pour du cloud native. L'idée, c'est de créer un format Ocon qui est différent des formats plat, properties, ini, mais qui ressemble plus à du JSON et qui est 100% compatible avec le JSON. C'est-à-dire, si vous fournissez du JSON à cette bibliothèque-là, elle le comprendra. La seule différence, c'est que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser la syntaxe Ocon qui vous permet d'abréger certaines choses qui sont dans le JSON, de tenir compte de l'ordre dans lesquels les attributs sont écrits et de pouvoir les répéter pour faire de la surcharge.
que dans le JSON, si vous mettez 2 fois le même attribut, celui qui aura la main, c'est pas défini en fait. Donc on a l'ordre, on a la possibilité de remplacer des valeurs un peu bébêtes, les fameux temps en millisecondes. On peut mettre des unités temporelles, on peut mettre 30 secondes, on peut mettre des heures, etc. On a également un typage. On a un typage de toutes les valeurs. On a un support des références aux autres variables, dans d'autres fichiers, dans le même fichier, aux variables d'environnement. Et c'est ça qui va nous donner beaucoup de possibilités finalement. Et les fichiers vont être fusionnés et centralisés en un seul objet. Et ils vont être fusionnés, surtout un truc très important pour tout ce qui est techno sur la JVM, ça va être fusionné avec les system properties de Java. Donc les system properties, c'est soit des propriétés système qui sont mises en place par la JVM, comme file.separator, etc. Mais ça peut être aussi des choses que vous passez sur la ligne de commande de lancement de votre JVM avec option -D. Et voilà. Donc on a la possibilité d'inclure des fichiers. Et un truc très intéressant, et c'est ça qui va nous permettre de savoir ce qu'on fait, c'est que la séquence de chargement de Lightbend config est très bien documentée et très standardisée. Il y a une manière de faire qui va nous permettre, nous, de gérer des couches. La première couche qu'on va utiliser, c'est quelque chose qui va être embarqué forcément dans notre artefact, parce que c'est ce qu'on appelle la référence. Alors le Lightbend config définit un fichier qui s'appelle référence.conf, que vous allez avoir probablement dans vos dépendances aussi, qui utilisent Lightbend config, mais c'est pas grave, parce que le but, c'est de concaténer tout ça. Alors, le problème, c'est que si vous faites un fadjar, vous allez être obligé de préciser que le fichier référence.conf doit être concaténé par le builder du fadjar pour que tout se retrouve dans le même fichier. Ce qui n'est pas grave, puisque de toute façon, si vous avez ça dans des jars différents parce que vous faites pas un fadjar, vous allez vous retrouver de toute façon avec une seule conf de référence centralisée. Bon, c'est pour ça que les namespaces sont importants, qu'il faut bien choisir une hiérarchie d'objets pour créer votre configuration. Et dedans, qu'est-ce que je mets? Alors, si je livre une bibliothèque, je dois mettre l'intégralité de la configuration, qui va servir à checker la configuration automatiquement. Et qu'est-ce que je mets comme valeur? Je mets des valeurs par défaut qui marchent. Si je suis une application, je vais peut-être pas avoir des valeurs qui marchent tout le temps et je vais avoir peut-être des valeurs que je ne peux pas préciser à l'avance et qui vont être précisées ensuite et qui seront obligatoires. Donc je mets au moins les valeurs par défaut. Ensuite, moi je décide de faire 2 autres couches. Normalement, à ce point-là, avec la Lightbend config, on peut charger la configuration applicative, puis d'où qu'elle vienne, elle va être fusionnée avec le référence.conf, qui va servir uniquement de valeur de fallback. Mais moi, je vais rajouter un layer qui va servir à stocker la configuration qui est constante sur sur le cycle de vie de l'application. C'est-à-dire pour un artefact, pour une version, je vais avoir des choses qui vont être fixes. Donc ce fichier, même si je pourrais le définir automatiquement en précisant en propriété de JVM comme un chemin du file system, comme un chemin du class path ou comme une URL externe, je vais plutôt le charger explicitement programmatiquement pour dire moi je vais prendre mes valeurs par défaut à cet endroit-là et de toute façon c'est un fichier que j'embarque dans mon jar. Donc dedans, je vais mettre soit l'algorithmique ou le fonctionnel, tout ce qui est métier et qui est paramétrable, qui va être valable pour toute une version. Donc rien de technique, rien de système. Ensuite, je vais avoir envie de faire un 3e layer qui va être très lié au système et au runtime. Donc cette configuration liée à l'environnement, elle peut être montée par un volume Docker. Je peux décider en utilisant justement les possibilités que me donne Lightbend config de définir automatiquement le nom de ce fichier sur la ligne de commande de lancement de la JVM comme étant un chemin du class path aussi.
Là, ça va pas être forcément intéressant, sauf si mon ClassPass, j'ai rajouté des volumes montés, ou une URL externe si j'ai un serveur de configuration. Donc, et c'est là que je vais profiter de cette possibilité-là. Donc là, je vais mettre tout ce qui dépend de l'environnement, éventuellement les quelques paramètres métiers qui pourraient varier en fonction de la configuration, du moment, en fait. Ce fichier-là, de la manière dont je vais le charger, les valeurs qui vont être dedans vont être utilisées systématiquement en priorité dans mon programme. Bon, l'application le sait pas, mais c'est le Lightbend config qui fait configuration layer qui va prendre les valeurs en priorité du runtime.conf, en fallback sur l'application de fixed.conf et en fallback sur référence.conf. Et moi, je vais voir tout ça comme une seule configuration cohérente. Donc c'est pour ça, si la structure d'un des fichiers n'est pas complète, c'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, j'ai une structure cohérente que je vais pouvoir mapper sur carrément un modèle de configuration métier. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne dans du code. Donc, je vais prendre une application, mais qui ne fait rien pour simplifier. Alors, je vais passer en mode présentation tout de suite pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, donc mon application, elle définit son namespace, et quand je suis dans Yocon, c'est l'équivalent en JSON d'avoir des objets imbriqués. Mais on peut raccourcir la syntaxe en mettant des points quand on est dans du Yocon. J'ai juste quelques options de rendu de configuration pour vous l'afficher avec beaucoup de détails. Et en fait, là c'est du Scala, hein, mais en fait en Java ça marche pareil. Jusque là ça va marcher pareil. L'idée, cette ligne de chargement de la configuration est très importante. Pourquoi? Parce que d'abord, je vais appeler le load sans argument. Donc là, je ne précise pas de fichier. Ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, séquence de chargement standardisée, je vais charger tous les références.conf qui sont dans ClassPass. Ensuite, deuxième chose, c'est que le fichier qu'on m'a précisé en lancement de la JVM va être chargé. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, là, dans mon cas, le Dockerfile précise que la ligne de lancement de ma JVM qui est en bas, alors ce qui est important, c'est le -d config.file. Donc, je définis le fichier par défaut qui va être chargé lorsque je fais un load comme étant celui-ci. Donc moi, par défaut, je vais aller chercher un fichier qui est dans un dossier spécifique et vous allez voir que je vais décider de monter ce dossier-là comme un volume. Comme ça va permettre de l'injecter au dernier moment. Donc si je reprends mon main, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai déjà ma configuration donc qui est entre guillemets virtuellement fusionnée entre la partie applicative et la partie référence qui est là par défaut, et je vais lui ajouter une configuration de fallback, et c'est là que je vais venir charger en dur mon application de fix.conf qui est dans mon jar et qui va venir pour appliquer des valeurs, se fusionner pour appliquer des valeurs par défaut. Donc au final, j'aurai bien ma cascade, j'ai mon application runtime.conf qui m'a été injectée au dernier moment, qui va être chargée, avec en fallback tout ce qui est dans applicationfix.conf, donc qui est dans mon jar, et en dernier fallback le référence.conf, parce que par convention, c'est lui qui est en dernier. Et donc je vais afficher cette configuration-là, et je vais faire quelque chose qui est possible en ce cas-là, qui est de mapper automatiquement ma configuration sur un modèle métier. Alors je vous montre à quoi ressemble une configuration Lightbend. Le référence.conf, je peux mettre par exemple le nom de l'application, l'instance ID. Donc là, je définis l'instance ID comme étant la variable hostname seulement si elle est présente, sinon l'instance ID ne sera pas définie. Et j'ai une structure Kafka dans laquelle je vais mettre la configuration pour mon application, pour éventuellement qu'elle se connecte à Kafka pour consommer et produire des messages. J'ai un défaut port, une propriété défaut port. J'ai un objet consumer avec un attribut session timeout. Et j'ai un producer.
Donc j'ai des propriétés là, comme ça. Pour moi, par exemple, je veux que ça, ce soit mes propriétés par défaut. Je sais que ça va marcher. Et après, libre à mon environnement de tweaker. Ensuite, je vais embarquer dans mon jar. Là, c'est arbitraire, hein, c'est parce que c'est une application qui ne fait rien, mais vous imaginez que ça pourrait être des valeurs métiers. Là, pour vous faire la démo, j'ai choisi que j'allais redéfinir l'application name. J'allais utiliser une variable seulement si elle est présente. Si elle n'est pas présente, je vais réutiliser l'application name qui a été précisé précédemment. Et l'instance ID, on le met 2 fois. On dit, finalement, l'instance ID, en vrai, c'est le hostname s'il existe, mais s'il n'existe pas, on va essayer d'aller le chercher dans un $instance ID. Et ensuite, je définis, j'ai dit que dans Kafka, par défaut, j'ai une manière de nommer les groupes ID. Alors ça, voilà, ça, je peux le fixer. Ça dépend pas de l'environnement. C'est un identifiant de mon application. Je vais consommer en tant que consumer group et produire en tant que ce producteur-là. Donc en fait, je fais référence. Je fais une composition, je vais prendre le nom de l'application -consumer group et je vais prendre le nom de l'application -producteur l'instance ID pour définir mon identifiant de producteur. Donc ça, c'est dans le jar. Ensuite, un fichier qui ne sera pas dans le jar, qui va être injecté au dernier moment, quel que soit le moyen, soit parce que je vais charger une URL, soit parce que je vais monter un volume, ce sera typiquement ce qui est purement système, donc savoir quel est mon broker et quel est mon port. Donc là, par défaut, j'ai dit que c'était le défaut port. C'est un exemple. Mais en vrai, j'aurais pu très bien mettre une variable d'environnement qui serait dans mon manifeste que ce soit du pod, Docker, lambda ou autre. Et comme les bootstrap serveurs du producteur, ça c'est une particularité Kafka, j'ai pas besoin d'avoir des choses différentes, je fais référence à cette propriété-là. Donc là, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qu'on peut faire, sachant que j'ai pas fait d'exemple d'include. En fait, on pourrait très bien faire des exemples d'include pour rajouter des références à des fichiers qui ne sont pas là, effectivement, dont le chemin n'existe pas au moment où je définis mon application, mais qui sont là seulement en runtime, qui sont montés au dernier moment. Par exemple, sur des applications qui ne sont pas ready pour avoir une vault pour les secrets, vous pouvez très bien faire un volume secret qui est monté au dernier moment. Donc, vous pouvez séparer vos configurations en champ métier, en champ technique, si vous ne voulez pas tout avoir dans un seul fichier de configuration. Donc, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Et donc là, il faut peut-être que je sorte du mode présentation. Et je vais sortir la console. Terminal. Alors, je fais un petit clear. Donc là, je vais lancer mon application. Bon, j'ai déjà lancé une fois, donc c'est. Alors là, je run juste un conteneur Docker et qui va charger l'application. Je vais quand même vous montrer la ligne de commande, la ligne de lancement. Donc on voit que là de toute façon j'ai lancé, j'ai mis mon fichier application runtime.conf. Il vient de l'extérieur, il vient d'un dossier temporaire de mon host et je l'ai monté en tant que volume sur le dossier de config de ma config démo. Et voilà. Donc ça c'est donc il est là, voilà. C'est ici. C'est cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit une fois que j'ai lancé mon application? Là, j'ai mis un affichage détaillé qui va vous montrer que dans les commentaires, il va vous dire d'où ça vient. C'est un peu en mode debug. Hein, par défaut, vous n'êtes pas obligé de le faire. On voit que l'appname, c'est config démo, puisque finalement, je n'ai pas mis dans variable d'environnement pour définir quoi que ce soit, pour le remplacer. Donc, il me dit que ça vient du référence.conf. L'instance ID, il me dit que ça vient d'une variable d'environnement. Voilà, ça vient d'une variable d'environnement. Donc, là, en l'occurrence, c'est l'ID du conteneur. C'est le hostname. C'est le hostname qui a marché, c'est le hostname qui l'a trouvé. Là, il m'explique qu'il a mergé certains fichiers pour obtenir l'objet Kafka. Et c'est effectivement ce qu'on a vu, puisqu'on a vu que la structure Kafka était dans 2 fichiers différents. Donc, on trouve la configuration du consumer, on trouve mes fameux bootstrap serveurs. On voit qu'on a bien comme valeur à la fin mon broker 1, on a bien le port 9092 qui a été défini dans le référence.conf en tant que port par défaut. Donc on voit que tout a été instancié correctement.
Voilà, donc on pourrait faire le reste du fichier comme ça. On voit que le max inflight request vient du référence.conf, je n'ai rien défini. Par contre, on voit bien que du coup, le broker, lui, il vient bien du runtime.conf, donc ça a bien marché. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu voilà, comment on peut organiser des layers. Je vous montre vite fait le modèle de configuration. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc le modèle de configuration que j'ai pris, finalement, j'ai ma démo conf. C'est juste un objet, c'est juste une classe. Et ça va me permettre, c'est ça et c'est conseillé de faire comme ça avec Lightbane config, c'est que plutôt que d'aller chercher à chaque fois que vous avez besoin d'une valeur, d'aller chercher la valeur par son nom, de vous demander si elle est vide, nulle ou je sais pas quoi, c'est chargé une bonne fois pour toutes. Si ça marche pas, le lancement fail, vous le saurez et ce sera dans les logs. Et si ça marche, vous êtes sûr que vous pourrez toujours accéder au champ de votre configuration comme un objet et ça marchera toujours. Vous n'aurez pas besoin de vous demander si elle est là ou pas là. Donc bon, bah là pour la démo, j'ai une démo conf, je retrouve mon appname, mon instance ID, j'ai une Kafka conf qu'on retrouve donc la structure Ocon ou JSON-like est bien reflétée par des objets métiers. Et voilà, donc j'ai une consumer conf. Le session timeout, on voit que c'est une duration. Hein, on voit que quand je mets 30 secondes, c'est bien, même au niveau de mon langage, je vais avoir un objet et pas juste une valeur numérique qui peut être remplacée par un int et confondue avec autre chose. Et voilà, le sport, donc voilà, tout est objet. Donc voilà, bah, j'ai fini pour cette démonstration. Je vais repasser sur la présentation. Je vous conseille d'aller voir la documentation parce que finalement c'est très flexible et même si vous n'êtes pas encore sur du cloud, la configuration, enfin cette configuration est déjà super intéressante. Personnellement, à chaque fois que je vais sur que je propose sur une nouvelle mission, cette configuration, elle est assez vite adoptée. À cause de tous les services qu'elle propose. Parce que effectivement, là, j'ai choisi de pas faire de templating, mais vous pouvez combiner les techniques que j'ai utilisées avec du templating. Rien ne vous empêche de faire du templating pour remplir certains fichiers et les injecter ensuite. Donc, et puis on vous a mis les références au 12 Factor. On vous a mis la référence aussi à Spring Cloud Config, puisque là, je vous ai fait une démo avec Lightbane Config, qui est un super outil, mais avec Spring Cloud Config, c'est bien l'objet de déporter, créer un configuration layer et de déporter tout ce qui est runtime à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui est à regarder aussi si vous êtes sur de la JVM. Et enfin, nos deux articles, un sur Lightbane Config spécifiquement, qui vous présente Lightbane Config, et un sur qui reprend la thématique de cette présentation d'Ismaël sur la configuration dans le cloud. Alors avant les questions, juste un petit mot pour vous dire qu'on recrute et voilà, donc on est super passionnés, donc venez chez nous, c'est super. Et surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est super important, c'est qu'on a lancé le recrutement en remote, 100% remote. C'est-à-dire que même si vous voulez être 100% remote, vous pouvez, même si vous n'êtes ni sur Paris ni sur Nantes, vous pouvez quand même travailler avec nous. Alors, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et vous avez le petit QR code pour les questions. Merci. Merci à tous.